si nombreux dans un contexte si spécial. Chaque personne dans la salle était une victoire, donc on est quasiment presque plein, on va dire. Donc merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour donc suivre c'est une conférence de statistiques. Donc ça va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Et le titre s'appelle Corrélation contre causalité. Donc je vous présente le plan. Je vais vous présenter d'abord ce que c'est que les statistiques, avec plusieurs manières de les faire parler, côté clair, côté obscur, je m'expliquerai. Ensuite, je vous expliquerai ce que c'est que la corrélation de deux phénomènes. Je parlerai dans un troisième temps de régression linéaire, qui est quelque chose que, donc il y a beaucoup de gens en prépa, vous pourrez peut-être utiliser pour vos TIPE, c'est quelque chose de très graphique. Et ensuite, je finirai avec la causalité de deux phénomènes. Alors, une petite introduction. Les statisticiens interprètent des données issues d'enquêtes d'envergure. Donc, ils utilisent la loi des grands nombres, je vous expliquerai ce que c'est. Et avec beaucoup de données, ils nous fournissent ce qu'on appelle des statistiques, des moyennes, ou alors des intentions de vote. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi des grands nombres? C'est un énoncé probabiliste qui dit que plus j'ai de données, plus fiable est mon résultat, finalement, ce qui se comprend. Donc, une utilisation des statistiques, ça peut être de nous aider à combattre soit ce qu'on appelle des fake news, ou alors des fake facts, des choses fausses, par ce qu'on appelle le fact-checking. Donc le fact-checking, c'est une science qui consiste, alors c'est très à la mode, il y a une émission, je crois, sur France Info, tous les jours, ils font un fact-checking, ils prennent la citation d'un homme célèbre et ils vérifient si c'est vrai. Donc exemple, Donald Trump déclare en octobre 2019 « J'ai divisé l'immigration illégale par 2 ». D'accord? Fact-checking, ça a été fait, naturellement. C'est faux. Alors, il se trouve même que cette pire, c'est qu'elle était en hausse sur l'ensemble de son mandat. Donc, quand Donald Trump disait « j'ai divisé par 2 », il fallait comprendre sur les 2 derniers mois, il ne l'a pas dit, et c'était par rapport au pic d'intensité qu'il y a eu pendant mon mandat. Donc, vous voyez que c'était un petit peu vrai ce qu'il disait, ce qui est souvent la base des fake news, un petit fond de vérité, mais il suggérait complètement autre chose. Donc, la statistique a été faite par un institut, qui est un lobby, dont on peut aussi discuter de l'objectivité, mais ce n'est pas la question. Donc vous voyez, quelqu'un affirme quelque chose, on lui sort les chiffres, on lui dit c'est pas vrai, c'est même le contraire. Alors deuxième exemple, et c'est vrai, les chiffres prouvent que plus il y a de maths dans une filière, moins il y a de filles. Alors vous n'avez pas besoin de chiffres, vous allez au lycée Cézanne, et vous allez regarder dans une classe d'hypothèse, et puis après vous allez en filière MP, maths physique, et puis vous comparez, c'est clair et net. Plus il y a de maths, moins il y a de filles. Alors, moi je dis, enfin je ne dis pas, on pourrait en déduire, c'est parce que les filles sont pas bonnes en maths. D'accord? Fact-checking. Alors c'est vrai. C'est faux, naturellement. Ça va, vous êtes réactifs. Donc j'ai vu il y a un an une conférence faite par une sociologue de l'AMD, ex-Marseille Université, qui avait présenté des chiffres, des statistiques. Donc ils avaient fait des groupes d'étudiants, groupes de filles, groupes de garçons, et ils avaient distribué les sujets de mathématiques aux deux groupes. Et à la fin, ils ont comparé les tests des deux groupes. Alors sachez qu'en moyenne, les résultats sont les mêmes, donc il n'y a pas de supériorité d'un groupe par rapport à l'autre. Alors il y a deux choses rigolotes, donc alors si je mettrai le PDF en ligne, il y a un lien sur, si vous passez, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu sensible, si vous passez votre main là-dessus, ça vous envoie directement sur le site de la chercheuse, qui est super, d'accord. Et donc, quand vous avez fait ces enquêtes avec un groupe de filles et un groupe de garçons, il y a un moyen de faire baisser les statistiques des filles par rapport à celles des garçons. C'est avant de cibler le sujet, vous dites attention, le sujet il est très lourd. Là, les statistiques des garçons elles restent semblables, c'est des filles et des vis. C'est marrant. Hein. Et le moyen de faire baisser les statistiques des garçons, c'est encore plus drôle. Avant de distribuer le sujet, vous dites à tout le monde, alors attention, dans la salle d'à côté, il y a un groupe d'étudiants asiatiques qui va passer le même test que vous, et on va comparer les résultats. Les filles restent ça, les garçons, des vis, c'est marrant. C'est des statistiques, hein, ça a du problème. Je vous laisse interpréter si vous voulez. Mais les clichés ont la vie dure. D'accord. Donc, après des idées reçues, des choses qui sont réalisées, mais on va voir quelles sont corruptibles. On peut leur faire dire. Donc, je vais vous parler de la notion de corrélation de phénomènes. Et ça, c'est une véritable étude. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé les chiffres. Une étude de l'INSEE, donc c'est l'Institut national des statistiques et des études économiques.
c'est un organisme officiel, on ne peut pas douter de quoi que ce soit, ils ont prouvé qu'en Alsace, plus il y a de cigognes dans un village, et plus le taux de naissance est élevé. Conclusion, les cigognes apportent les bébés. Et voilà. Et je veux dire, c'est vrai, alors je n'ai pas trouvé la base, je me demande si c'est pas une légende urbaine, mais c'est le point de départ de beaucoup d'exposés sur la corrélation. C'est vrai, on peut dire les cigognes apportent les bébés. En fait, on observe la corrélation, que la corrélation. La corrélation, on dit que deux phénomènes A et B sont corrélés. Si plus on a A, plus on a B. Donc ça, on parle de corrélation positive. Les physiciens disent que les variations de A et des D, le DA et DB, suivent le même sens. Le A augmente, mais aussi. Corrélation négative, c'est plus j'ai A, moins j'ai B. C'est DA sur DB est strictement négatif. Alors des exemples. Donc visiblement, scientifiquement, on peut montrer que les cigognes, la présence de cigognes est positivement corrélée avec celle de bébé. Négativement, corrélation négative, le taux d'alcool dans le sang est négativement corrélé avec le taux d'alcool. Alors c'est le temps de réflexe, voilà. Donc c'est-à-dire plus je bois, plus je suis lent, plus je bois, moins je suis rapide. Bon, ça semble logique, même si. Positivement, alors je vous laisse lire, c'est vrai, je vais vous montrer les chiffres. Alors plus je consomme de chocolat, plus j'ai de prix Nobel par habitant. Je vous montrerai les chiffres, et ça aussi, alors, je vous laisse lire. Voilà. Plus Miss Amérique est vieille, plus elle meurt à coup de fer à repasser. Si vous ne me croyez pas, voilà les chiffres. Donc en abscisse, vous avez les années. En rouge, vous avez... alors c'est pas vraiment, j'ai mis le meurtre à faire à repasser, pour faire un peu gore, mais c'est Murders by Steam, Hot Vapors, on Hot Objects, je sais pas ce que ça veut dire. Un petit dans la chaleur, je pense. Voilà. Et regardez. Oui, ça. En 2000, Miss Amérique avait 24 ans. Il y a eu plein de meurtres à tout faire repasser. En 2002, Miss Amérique a 21 ans. L'âge tombe, le nombre de meurtres aussi. Et après ça, un troublant. C'est les chiffres officiels. Alors, je les ai trouvés sur un site qui est très drôle, qui est celui-ci. Vous allez dessus, vous cliquez dessus, et en fait, il y a tout un tas de corrélations comme ça, alors absurdes. Parce que celle-là, on sent qu'il n'y a pas une base scientifique énorme. Mais pourtant, regardez, les chiffres sont là. Alors, je vais prendre l'exemple précédent. Voilà, c'est une autre manière de voir les choses. C'est des chiffres officiels. Vous avez en abscisse le taux de consommation de chocolat. Enfin, c'est l'unité de consommation de chocolat. Donc, c'est consommation de chocolat des kilos par an et par tête. Donc, plus je vais vers la droite et plus je consomme de chocolat. Et là, en ordonnée, vous avez le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants. Donc plus je vais vers le haut, et plus j'ai de prix Nobel en proportion. J'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance qui se dessine. Alors pour vous aider, la Finlande consomme moins de chocolat que l'Allemagne. Mais la France a moins de prix Nobel que la Suède, pour une consommation de chocolat à peu près identique, puisqu'ils ont la même abscisse. D'accord ? Il y a quand même une impression qui se dessine, regardez, je la fais, c'est ça. Ça monte. D'accord ? J'ai l'impression que plus je vais vers la droite, plus je consomme de chocolat, plus j'ai de prix Nobel. Plus j'ai de chocolat, plus j'ai de prix Nobel, c'est une corrélation positive. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses qui font un peu tâche. Les Allemands consomment plein de chocolat, mais ils n'ont pas de prix Nobel, enfin peu. Alors que les Suédois consomment peu de chocolat, mais ils ont plein de prix Nobel. Un petit indice, le prix Nobel est décerné par la Suède. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais si on enlève ça, regardez, et si je devais faire une droite qui approxime au mieux mon nuage de points, voilà la droite qui serait la plus proche, vous voyez ? Voilà, elle passe à peu près au milieu. Alors vous savez qu'une droite a une équation du type y est égal à x plus b. Donc ici, A est positif parce que la droite monte. C'est pour ça qu'on a une corrélation positive. Imaginez que j'aurais eu un négatif, corrélation négative, plus j'ai de chocolat, moi j'aurais de prix Nobel. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc figurez-vous que si vous allez voir un statisticien, vous lui donnez les données qui sont les drapeaux, vous en avez un nombre fini, vous demandez un modèle statistique. Il va déterminer cette droite. Alors il va calculer A et B, je vais vous donner des moyens de le faire. Il va vous vendre ce qu'on appelle le modèle linéaire. Il va vous dire, je calcule A et B, c'est des formules que je vais vous dévoiler, et il considère que le nombre de prix Nobel, ce serait ce qu'il a trouvé fois le taux de chocolat, enfin la consommation de chocolat plus B. À quoi ça sert ? Imaginez que vous avez un nombre fini de données, on a toujours un nombre fini. Vous posez la question au statisticien, ouais, mais si je consommais 30 unités de chocolat, j'aurais à peu près combien de prix Nobel ?
Et bien il vous dit, pas de problème, je fais mon modèle linéaire, je calcule A et B sur tes données, et je mets Choco égale à 30, ça me sort une valeur qui serait ta valeur de prix Nobel. Donc ça sert à quoi une droite de régression, parce que ça s'appelle une droite de régression. Ça sert à interpoler un modèle à partir d'un nombre fini de données pour projeter ce qui se passerait avant ou après. Alors, le premier exemple, c'est le deuxième exemple que j'ai fait, voilà, c'est une étude anglo-saxonne. Ils ont fait un score de dextérité, j'imagine que c'est en pourcentage. Et là, en abscisse, vous avez le nombre de boissons. Ça baisse. Donc là, à 10 boissons, la personne ne fait plus grand-chose. Ils ont arrêté l'expérience, visiblement. Alors là, j'ai fait en pointillé la droite de régression, vous voyez. Ici, elle va vers le bas. C'est-à-dire que plus je bois, moins je suis rapide. Là, vous avez une corrélation négative. Si vous avez compris, il y a quand même une différence entre ce cas-là, les prix Nobel, et les meurtres à faire passer. C'est que celle-là, elle n'a pas l'air absurde comme corrélation. Ça a l'air d'être logique que plus je bois, moins je suis rapide. Honnêtement, l'âge de Miss Amérique et les fers à passer, on sent que c'est deux corrélations qui sont de deux genres différents. C'est ça pour la suite. Donc le plan, on va parler de régression linéaire. Donc on va faire un peu de mathématiques pour vous permettre de construire ce qu'on appelle ces droites de régression qui peuvent vous servir. Et je vais partir d'assez bas. Je vais définir ce que c'est que la distance entre deux vecteurs de l'espace. Donc l'espace, c'est 3 dimensions. Vous avez une origine, et vous représentez deux vecteurs issus de l'origine. La distance, c'est la distance entre les deux têtes. C'est ça. Donc si la distance est nulle, mes vecteurs sont les mêmes, ils sont aplatis, d'accord? Alors vous savez peut-être si vous avez fait, si vous êtes dans le secondaire, la distance, si vous avez des coordonnées, elle se calcule dans l'espace comme elle se calcule dans le plan. Donc si vous avez les coordonnées de y, y1, donc c'est l'abscisse, l'ordonnée et la hauteur. Si vous disposez de deux coordonnées, la distance c'est un gigantesque théorème de Pythagore. Bon, on va admettre que c'est ça. Vous retiendrez qu'il y a une racine et que c'est les coordonnées du rouge moins les coordonnées du bleu, avec des carrés. Voilà, donc distance entre deux vecteurs, il fallait en parler. Ensuite, il faut imaginer que vous avez un plan, on est dans l'espace, vous avez un plan, par exemple c'est celui sur lequel je me déplace, il est horizontal, et vous prenez un vecteur rouge qui sort du plan. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à P. La question que je vais me poser, si je me balade dans le plan bleu, quel est le vecteur bleu, qui est horizontal, qui est le plus proche du vecteur rouge? D'accord? Donc il faut imaginer que la tête, je peux la déplacer tant que je reste dans la table. Et je regarde quand est-ce que la distance D est la plus petite. Alors peut-être que vous le voyez, il y a un vecteur qui va minimiser la distance entre le plan et le vecteur rouge. C'est le projeteur orthogonal. Alors le projeteur orthogonal, vous prenez le vecteur rouge, excusez-moi, vous prenez le vecteur rouge et vous le faites tomber, vous tombez sur ce vecteur que j'appelle projeté orthogonal de Y, donc il y a un angle droit ici. Et bien je dis que cette distance est plus petite que celle-là, déjà ça se voit. D'accord? Et ça se prouve, vous faites Pythagore dans le rectangle vert. Pythagore, il dit quoi? Il dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est plus grand des côtés. Alors pourquoi? Parce que cette longueur, donc cette distance entre ce vecteur et là, elle vaut ça, mais par Pythagore, elle vaut ça au carré plus ça au carré. Comme ça, c'est positif, des carrés plus grands que des mille au carré. Ça veut dire que cette distance est plus grande que celle-là. Ça veut dire que ce vecteur est jugé plus proche que celui-là. En plus, il est unique, hein, c'est-à-dire qu'il peut le projeter orthogonal. Donc on retiendra deux trucs. D'abord, je sais calculer la distance entre deux vecteurs, ça se représente en reliant les têtes. Et ensuite, quand je me balade dans l'espace et que je veux chercher le vecteur du plan qui est le plus proche de moi, il suffit de faire le projeteur orthogonal. Donc j'espère que ça peut rappeler des souvenirs à des gens dans la salle. Voilà. C'est du programme de prépa. Voilà. En train de faire. Alors, je vais vous expliquer comment construire une droite avec 3 points. Donc, il faut imaginer qu'on est dans la situation des drapeaux, mais que j'ai que 3 données. Comment déterminer A et B pour que la droite soit le plus proche des 3 points. Donc déjà, vous allez, ces 3 points du plan, vous allez introduire des abscisses et des ordonnées. Donc, je note en rouge les abscisses, les ordonnées des points, pardon, et en bleu les ordonnées. Et puis, je prends une droite d'équation y égale à x plus b. Mon but, c'est de jouer sur A et B pour qu'elle soit la plus proche. Alors pour ça, il faut définir l'erreur. Alors désolé, il faut trouver les dates, voilà. Pourtant ça fait un peu vintage, hein, mais voilà, c'est fait à la main tout ça. Je dis que quand je prends ma droite qui est ici, je vais dire qu'il y a 3 erreurs. La première, elle est là. Alors c'est discutable. Hein.
Moi, je dis que l'erreur, elle est verticale. On aurait pu faire autrement. On pourra en discuter si vous voulez, mais... Donc, j'ai une première erreur ici, une deuxième est là, et une troisième. Donc, je vais dire que l'erreur, c'est plus il y a de rouge, moins c'est bon, d'accord? Et s'il n'y a pas de rouge du tout, ça veut dire que ma droite, elle passe par les 3 points, je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'erreur, alors je vais vous expliquer ce que c'est que cette erreur 2. C'est une différence d'altitude entre 2 points. Alors là, le transparent, il n'est pas bon. Donc, j'examine ce que c'est que l'erreur 2. Les autres, je le ferai après. L'erreur 2, c'est ça. Donc, c'est cette hauteur, Y2, rouge, moins celle-là. Alors, pourquoi ici on se retrouve en AX2 plus B? C'est que le point noir, là, il est sur la droite, l'équation Y est égale à X plus B. L'équation a disparu. Mais ça, c'est un point de la droite, son abscisse, c'est X2. Si je sais que son ordonnée, c'est A fois l'abscisse plus B, son ordonnée, c'est ça. Donc, mon erreur, c'est quoi? C'est ça. Alors, c'est ça moins ça. C'est ici. C'est pas très... Vous voyez, que j'ai effacé. Donc, j'ai détaillé une erreur. Je vais dire que mon erreur totale, c'est un peu la somme des 3 erreurs. Mais, je vais mettre des carrés. Alors, vous me direz, c'est arbitraire. Pourquoi je mets des carrés, pas des cubes? Alors, si on peut en discuter si vous voulez. Bon, déjà, j'ai envie que mon erreur soit positive. Parce que je la veux la plus petite possible. Donc, les carrés, au moins, mettre dans le monde des positifs. Mais ce n'est pas la seule explication. D'accord? Donc, je dis que l'erreur totale, c'est ça au carré. L'erreur 1 au carré plus l'erreur 2 au carré. Et je dois jouer sur A et B pour que ce soit le plus petit possible. Est-ce que vous voyez qu'il apparaît un petit peu une distance entre deux vecteurs? Je m'explique. Vu que la fonction racine carrée est croissante, minimiser ce truc-là, c'est pareil que minimiser sa racine carrée. Et quand même, regardez, racine carrée du rouge moins le bleu, ça vous fait penser à rien. En fait, c'est la distance entre deux vecteurs que je dois minimiser. Alors, laquelle? Alors là, il y a beaucoup de notations qui arrivent d'un coup. Vous introduisez le vecteur de coordonnées rouges comme sur mon dessin d'avant. Vous introduisez par contre deux vecteurs. Un premier vecteur de coordonnées x1, x2, x3 que je représente ici, et un vecteur où il n'y a que des 1. Pourquoi il n'y a que des 1? Parce que je veux que a fois les coordonnées de x plus b fois les coordonnées de u, ça me donne ça. Vous voyez, c'est b fois 1, b fois 1, b fois 1, d'où 1, 1, 1, c'est du 1. Et donc, ce que vous devez minimiser, c'est la distance entre le vecteur rouge et ce vecteur. Alors, c'est un vecteur comme ça s'appelle une combinaison linéaire de deux vecteurs. Comment je le représente? Si je représente grand X comme ça, AX, ce sera un vecteur collinaire. Si je représente grand U comme ça, BU, ce sera un vecteur collinaire. Vous savez que la somme de deux vecteurs, c'est le bout du parallélogramme. Et la situation, tout est là. Vous avez un vecteur rouge de données. Et vous cherchez le vecteur bleu en jouant sur A et B qui est le plus proche. Quand A et B vont jouer, est-ce que vous réalisez que le vecteur là, il va décrire quoi comme type de truc? Quand A va augmenter, le vecteur va s'allonger. Quand B va augmenter, il va s'allonger. En fait, ça va décrire un plan. Et mon objectif, c'est donc de minimiser la distance entre mon vecteur rouge et le vecteur qui décrit le plan B de base x, u. Et ça, c'est une thématique qu'on a déjà abordée parce que, voilà, ce truc-là, finalement, quand je reprends, c'est les coordonnées du vecteur rouge moins le vecteur bleu, et je cherche à minimiser la distance verte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver A et B pour que ce vecteur-là soit le projeteur orthogonal du rouge sur le bleu. Donc, on voit bien qu'on va gagner si on trouve A et B tel que mon vecteur x plus bu, c'est le projeteur orthogonal. Alors, sachez qu'en maths, les projeteurs orthogonales sur un plan, ça se fait hyper bien. Donc, c'est du programme de première année de prépa, de licence. Et on a des formules mathématiques qui nous donnent A et B, avec des produits scalaires, hein, d'accord? Ça va peut-être rappeler des choses à certains, mais on utilise le théorème de caractérisation des projeteurs orthogonaux pour trouver A et B. Alors, par contre, la détermination mathématique, je ne vais pas la faire. J'ai préféré vous donner un truc clé en main. Donc là, je reviens au problème de n points. Si vous avez n points, dont les abscisses sont les xi et les ordonnées les yi, vous introduisez ce qu'on appelle les moyennes. X bar, y bar. X bar, c'est la somme. Donc, vous imaginez que vous avez votre nuage de points. Moi, j'en avais que 3. Là, je passe à n. X bar, c'est la moyenne des abscisses, et y bar, c'est la moyenne des ordonnées. Alors, grâce à des calculs entre guillemets élémentaires, vous trouvez que le A de la droite de la régression, la meilleure, c'est ça. Alors, si vous avez des petites bases de stats, c'est la covariance au numérateur, c'est la covariance des vecteurs y et x, et en bas, c'est la variance du vecteur x. Voilà, on tombe là-dessus. Mais c'est y bar moins x bar, moins a y bar.
Ça veut dire que si vous avez un TIPE où vous avez des mesures de points comme ça, vous en avez qu'une, vous êtes capable de construire une droite qui interpole au mieux les mesures que vous avez et éventuellement de projeter en disant, bah voilà, si j'étais plus loin, ça vaudrait à peu près ça. Ça s'appelle une droite de régression. Et ça se fait, voilà, c'est des formules. C'est Pythagore, on n'a utilisé que Pythagore. Bon, par contre, là, j'ai une petite boîte noire, mais je pourrais répondre à vos questions si vous le voulez. Alors, ces expressions de A et B, il y a eu quand même tout un tas de libre arbitre dans la définition de mon erreur. Donc, il y avait tout un tas de libre arbitre. Figurez-vous que, alors ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut voir que derrière tout ça, il y a quand même des maths qui sont très robustes quand on fait des statistiques. Les expressions de A et B qu'on a trouvées en faisant les choix que j'ai faits, sont les meilleures. Alors dans un sens à estimer, c'est que en fait c'est des estimateurs de véritable grandeur qui sont les meilleurs possibles parce que la variance est minimale. Donc là c'est du vocabulaire un peu technique, mais sachez que ces expressions de A et B qui ont reposé sur des choix qui peuvent paraître arbitraires parfois, c'est des estimateurs avec une variance minimale. Et quand on a une variance minimale, on a des intervalles de confiance qui sont peu larges, donc très précis. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Je ne fais que l'aborder. Voilà, alors, si vous voulez mesurer la qualité de votre régression, parce qu'on sent qu'il y a des régressions qui vont être bien, qui vont interpoler les points bien, puis d'autres pas bien du tout. Vous calculez ce qu'on appelle le R2. Alors le R2, on se rappelle que la régression, c'est la projection d'un vecteur sur un plan. Le R2, c'est le carré de ça divisé par le carré de ça. Par Pythagore, ça, c'est le grand L est plus grand que le petit l. Donc ce rapport, il est plus petit que 1. Imaginez ce qui se passe quand ce rapport vaut 1. Ça veut dire quoi? Si le R2 vaut 1, est-ce que l'approximation de mon projeté est bonne ou alors est-ce qu'elle est très loin? Ben, si le rapport vaut 1, ça veut dire que la longueur bleue est égale à la longueur rouge. Vous voyez, sinon c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, mon projeté c'est pareil que mon vecteur rouge. Ça veut dire qu'il n'y a aucun défaut dans l'approximation. Donc plus R2 est proche de 1, et plus proche est mon vecteur qui approxime. Par contre, un R2 qui vaut 0, ça veut dire quoi? On est dans la situation critique où vraiment mon vecteur Y serait orthogonal au plan. Alors là, approximé par le projeté, on sent que ce serait pas bon. Avec les formules que je vous ai données, alors on l'a vu passer, je ne sais pas si vous êtes observateur, mais quand j'ai fait la diapo avec les trucs, il y avait un machin, R 0,780, c'est le R2 de la régression linéaire que je vous ai montré. Donc on est autour de 0,8, on considère que c'est une bonne régression, c'est assez proche de 1, vous voyez. Ça veut dire que ça peut paraître absurde, le chocolat et les prix Nobel. Si on regarde sous l'angle des statistiques, c'est pas mauvais, mon approximation. Alors, avec les formules que je vous ai données, si vous voulez les utiliser, le R2 avec les xi, c'est ça. Alors c'est un peu compliqué. Ici, vous avez la variance du vecteur x au carré, la variance, pardon. Ici, vous avez la variance du vecteur y, et ici, c'est la covariance des deux, et en fait, voilà, c'est un rapport qui se calcule. Donc si vous faites une régression linéaire, si vous connaissez les x et y, vous pourrez rentrer ces formules dans Excel, et ça vous donnera un indicateur de qualité de votre régression. Alors, le dernier truc, puisqu'on a parlé de corrélation, on va parler de causalité. Donc, deux phénomènes. Alors, regardez la définition que je vous propose et comprenez que ce n'est pas mathématique du tout. On dit qu'il y a une causalité entre deux phénomènes A et B si il est prouvé mathématiquement que A influe sur B. Alors, ça veut dire quoi prouver mathématiquement? D'accord. Alors, autant la corrélation, on a bien compris ce que c'était clair. J'ai regardé sur Internet la définition de la causalité. On tombe sur tout un tas de trucs de philosophie, déjà. Donc, beaucoup de textes philosophiques. Je suis tombé sur Wikipédia, qui est une excellente source pour tout ce que je vous ai dit. Voilà la définition. C'est normal, vous ne voyez pas, mais je voulais quand même vous montrer que c'est pas rien. Voilà la définition de la causalité, suivant Granger, c'est-à-dire un statisticien. Alors, déjà, il y a beaucoup de blabla, et la vraie définition, elle est là. Alors, je voulais juste vous la mettre, parce que c'est un outil qui implique ce qu'on appelle des espérances conditionnelles. Si vous connaissez ces choses-là, là, c'est des espérances qui disent que la prédiction de ma deuxième valeur, quand je connais la première, est meilleure que si je ne la connaissais pas. C'est ça la causalité. Et ça implique des espérances conditionnelles qui sont des outils quand même assez pointus. Donc, on est d'accord que, autant la corrélation, ça se définit bien, la causalité, déjà, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a plusieurs définitions mathématiques. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. On va rester simplement sur cette définition un peu philosophique. Alors, on sent bien
si on reprend nos exemples, que le taux d'alcool dans le sang influe négativement sur mon temps de réflexe. Donc là, on va dire qu'il y a causalité. Donc, il y a corrélation. Oui. À la différence d'autres exemples, on a observé qu'il y avait une corrélation positive entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Il y a une corrélation, même avec un R2 qui était bon, on l'a vu, mais raisonnablement, il n'y aura pas de causalité. D'accord ? Donc, conclusion de tout ceci, tout est là. Si j'ai causalité, j'ai corrélation. Mais la réciproque est fausse dans le cas général. Donc c'est ça. Voilà. Si je devais résumer en une diapo, la causalité implique la corrélation avec une réciproque fausse. Donc, pour revenir au tout début, entre les nids de cigogne et les taux de naissance, il y a une corrélation, mais raisonnablement, il n'y a pas de causalité. On ne va pas reprendre les grandes lignes de la sexualité, mais ce ne sont pas les cigognes qui apportent les bébés, ça se fait autrement. Désolé. Voilà typiquement un exemple de corrélation sans causalité. Donc corrélation n'est pas causalité. Et je vais vous expliquer très souvent pourquoi il y a confusion. Parce que, imaginez que vous avez deux phénomènes A et B. Par exemple, A c'est les cigognes et B c'est les naissances. Souvent, on observe qu'il y a une corrélation entre les deux. Corrélation c'est rouge, d'accord ? En fait, ce que vous ne voyez pas, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à un étage au-dessus, il y a un troisième phénomène. Qui implique les deux. Ça veut dire que la corrélation entre A et B est impliquée par ce qu'on appelle une cause commune. Donc A et B sont souvent présents dans la nature en même temps, parce qu'au-dessus, il y a quelque chose qui les implique tous les deux, mais ils ne sont pas en causalité. Donc ce diagramme, vous avez une cause commune qui est un lien de causalité pour A et B. Il en résulte une corrélation sans que A et B soient impliqués l'un par l'autre. Est-ce que vous avez une idée, pour les cigognes, ce que c'était que ces bandes? C'est que ça... Voilà. Le nombre d'habitants. Alors en fait, le truc c'est que, oui et non, il faudrait préciser. Qu'est-ce qui fait que dans la nature, il y a souvent des cigognes et des bébés? C'est qu'on chauffe plus les maisons? Pardon? On chauffe plus les maisons? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est le prix de l'immobilier. C'est la ruralité. La ruralité fait que plus on s'éloigne des villes, plus c'est propre, moins il y a de pollution. Et les cigognes sont des animaux qui aiment beaucoup la tranquillité. Donc ils ne vont pas dans les centres-villes. Ils vont s'éloigner. Et les jeunes couples aussi. Pourquoi? Parce que près des villes, c'est trop cher. Et quand on est jeune couple, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on va acheter loin. D'accord? Donc c'est la ruralité qui cause à la fois les cigognes, la présence des cigognes, et la présence de jeunes couples qui donc vont faire des enfants. Voilà. Donc très souvent, quand il y a une corrélation et pas de causalité entre les deux, il faut savoir, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Il peut y avoir une cause commune. Donc c'est bientôt terminé. Moralité. Les statistiques sont corruptibles et on peut les utiliser pour sous-entendre tout un tas de choses plus ou moins malsaines. Je vais parler d'exemple des filles et des garçons. Je vais vous donner deux petits exercices. Voilà. Le premier, soyez vigilants. Quand vous lisez qu'une étude britannique, et c'est véridique, a prouvé que les gens qui habitent sous les pylônes à haute tension ont une espérance de vie plus courte. C'est vrai, il y a une étude britannique qui l'a prouvé. Qu'est-ce que ça sous-entend? Allez. Oui. Oui Thomas, en fait, tu coupes mon effet. Ça, bravo. C'est la véritable interprétation. En fait, ce que ça sous-entend, pour moi, enfin je sais pas vous, c'est que la haute tension est nuisible pour la santé. Les ondes. Eh ben, il y a une deuxième étude britannique, c'est ce qu'il a dit, c'est pas grave, au contraire, tant mieux. Il y a une deuxième étude britannique qui a prouvé que les gens qui habitent sous les pylônes à haute tension n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que s'ils en avaient, ils iraient vivre ailleurs. Donc c'est typiquement un effet cigogne. On peut sous-entendre que, alors c'est peut-être vrai, hein,
que la haute tension est mauvaise pour la santé. La vraie raison, c'est que vous avez habité sous une ligne à haute tension, avoir une espérance de vie plus courte, il y a une corrélation, mais il y a un effet cigogne, en fait, c'est la pauvreté qui implique les deux. Parce que quand j'habite sous une ligne haute tension, c'est que je ne suis pas très riche, mais si je ne suis pas très riche, pourquoi j'ai une espérance de vie plus courte? Là aussi, il y a des chiffres. Hein. Bah, j'ai accès, surtout en Angleterre, à un moins bon système de santé, donc logiquement, mon espérance de vie est plus courte. D'accord? Donc soyez vigilants sur les sous-entendus. Alors la dernière chose que je vais vous faire, c'est un autre exercice. Vous pourrez taper, si vous avez le temps, c'est mot-clé, c'est polémique. The Bell Curve. Alors, The Bell Curve, c'est la courbe en cloche, c'est la courbe de la gaussienne. Donc, tapez ça sur Google. Alors, c'est un livre qui est paru en 1994. C'est 2 sociologues américains. Et en fait, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie que quelque chose soit mal interprété de ma part. Je vais juste vous expliquer en gros le système. C'est des gens qui ont fait des études statistiques sur le quotient intellectuel des Américains. Alors, sur des chiffres qui sont hyper fiables. C'est les tests de recrutement à l'armée, puis les tests de la Sécu. Et puis après, ils ont fait des comparaisons classe sociale par classe sociale. Là, ça allait. Puis après, ils ont fait ethnie par ethnie. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette étude? Non. Ça a fait un scandale à l'époque, et c'est très très peu connu. Donc, ils ont prouvé que certaines ethnies avaient beaucoup moins de QI que les autres. En sous-entendant quoi? Enfin, ils ont dit que sur les tests, il y avait des ethnies qui réussissaient moins bien que les autres. Et sous-entendu, ça pouvait être assez malsain, d'accord? Et en fait, je vous laisse faire votre enquête vous-même. C'est passionnant. Il faut savoir qu'il y a un livre qui a été fait en réaction par rapport à celui-là. Et je vous laisse faire votre enquête, c'est passionnant. Il y a tout un tas de choses qui sont reprochées, notamment, les effets cigognes, il y en a plein, et ils ne l'ont pas dit. Voilà. Donc, typiquement, je ne vais pas trop en parler parce que c'est très tendu. Mais voilà. Vous pourrez taper ces mots-clés si ça vous intéresse. Voilà, et ben c'est terminé. Et je vous remercie.